Alors du coup, merci beaucoup pour l'invitation et pour cet espace de discussion. Alors du coup, moi, oui, en effet, j'ai fait des études de géographie et ensuite plutôt orientée sur l'agronomie, le développement agricole et les politiques publiques pour le développement agricole. Et donc, au sein du Mouvement français pour un revenu de base, j'ai été un peu à l'initiative d'un groupe de réflexion pour essayer de croiser justement les questions de protection sociale, de l'avenir de notre travail et aussi du coup l'avenir de notre agriculture et quelles mesures politiques il faudrait mettre en place pour justement soutenir les acteurs de la transition et donner toutes les conditions optimales pour les agriculteurs afin qu'ils soient à l'initiative des transitions qui sont urgentes et nécessaires aujourd'hui en Europe. Alors du coup, le Mouvement français pour un revenu de base définit le revenu de base comme étant un droit universel, individuel, inaliénable et inconditionnel qui soit accordé à tous les membres d'une communauté politique, sans condition ni contrepartie, dont le montant et les modalités de financement sont ajustés démocratiquement. Alors oui, du coup, les réflexions qui ont été menées donc, pour penser justement la mesure du revenu de base pour le secteur agricole, elle est partie d'un constat, c'est qu'en fait, il y a une précarité énorme au sein de la population agricole. Par exemple, en France, il y a un tiers des agriculteurs qui vivent avec moins de 350 € par mois. Il y a des inégalités aussi énormes. Et à côté de ça, il y a aussi un budget énorme, le budget de la politique agricole commune, qui représente 60 milliards d'euros par an, qui est réparti. Enfin, donc, c'est une politique, il y a plusieurs experts qui en font le constat, qui n'est pas du tout adaptée aujourd'hui au changement de trajectoire qu'on doit effectuer dans notre modèle de production agricole. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir des réflexions et de croiser un peu les questions de l'avenir de notre protection sociale et de la transition agroécologique. Donc, et aussi, ça répond à un besoin au sein des mouvements sociaux qui revendiquent le revenu de base universel. On prend très peu en considération la réalité du secteur agricole, la réalité des agriculteurs. Et toutes nos réflexions, je pense qu'il y a vraiment une conception très particulière du travail, de la valeur travail chez les agriculteurs. Aussi le lien avec l'automatisation, en fait comment va se répercuter, comment s'est déjà répercuté le progrès technique comment est-ce que ça a changé la manière de travailler dans l'agriculture. En fait, ces réflexions, on ne va pas pouvoir suivre les mêmes parallèles quand on parle du secteur tertiaire et du secteur primaire. Donc l'idée, c'était vraiment d'engager des nouvelles réflexions au sein du mouvement. Et aussi, là, c'est vrai que je parle pas d'un revenu, donc on ne parle pas d'un revenu universel, donc la définition que j'ai donnée tout à l'heure. On parle du coup d'un revenu sectoriel, ce serait en fait un starter modèle, en fait, finalement. C'est toute la question de comment on va cheminer vers l'instauration d'un revenu de base universel. Et une des portes d'entrée dans le débat, mais aussi peut-être une des portes d'entrée pour une instauration déjà partielle du revenu de base, ça peut être un revenu sectoriel. Et on pourrait en fait restructurer les aides publiques qui sont déjà destinées à ce secteur. Donc voilà un peu quel a été le cheminement pour commencer ces réflexions. Alors oui, du coup, là, c'est toute la complexité, on va dire, de la réflexion. C'est qu'il ne faut vraiment pas opposer, justement, revenu de base agricole à revenu de base universel. C'est vrai qu'il est a priori proposé comme une porte d'entrée, mais donc cette revendication, elle vient, ou en tout cas les réflexions qu'on mène dans ce groupe de travail ou dans cette proposition de revenu de base agricole, elle vient pas en compétition. Moi, je revendique aussi le droit d'un revenu pour tout le monde. Mais oui, en tout cas, je pense que la question d'urgence pour le secteur agricole, elle se pose réellement. Il y a aussi un agenda politique qui est donc la réforme de la politique agricole commune pour la phase 2021-2027. Donc, il y avait vraiment un moment politique où on pouvait... où on peut se permettre, en fait, en tant qu'association, en tant que mouvement social, de proposer en tout cas des modèles de restructuration de cette aide, voilà, qui ferait peut-être plus de sens pour la transition et pour les acteurs de la transition dans le secteur.
Oui. Alors déjà, on peut déjà réfléchir à quel montant ça signifierait si on faisait une restructuration. Il y a notamment un groupe de réflexion, enfin France Stratégie, qui a aussi réfléchi à une PAC, une politique agricole commune agroécologique. Et donc là, il s'agirait en fait de passer d'une aide aujourd'hui qui est indexée au nombre d'hectares cultivés à passer à une aide en fait individuelle et une aide à l'actif agricole, voilà, donc une aide en fait à la personne qui travaille. Et donc les modélisations, les premières modélisations, elles montrent que, en fait, pour le cas de la France, par exemple, on aurait 8 000 € par an et par emploi agricole, alors qu'aujourd'hui, on est plus du ressort de 135 € par hectare. Donc on aurait une répartition totale. Donc là, c'est ce qui se concerne si vraiment on refondait le premier pilier de la politique agricole commune, si on passait d'une aide à l'hectare à l'aide à l'emploi agricole. Donc là, on favoriserait vraiment toutes les petites exploitations qui sont intensives en travail, notamment les exploitations maraîchères, enfin voilà, finalement, si on se passe d'engrais chimiques et si on se passe de mécanisation, on va avoir un système de production qui est plus intensif en travail, mais aussi plus durable, où on prend plus soin des ressources en eau, des paysages, et on produit une alimentation qui est plus saine pour tout le monde. Donc ça, c'est sur un peu ce changement de modèle qui est proposé. Et après, en effet, là aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir de la politique agricole commune, justement, ce que les États vont en faire. On est peut-être vers une voie de renationalisation de la PAC, ce qui peut être aussi un danger parce que la politique agricole commune, c'est une des politiques la plus intégrée au niveau européen. Et si on perd en fait une stratégie commune européenne, je pense qu'il faudrait vraiment ce socle commun qui soit propre à tous les pays européens, s'alignerait sur une ambition agroécologique forte et sur un soutien aux travailleurs. Mais après, il y a toutes les stratégies, d'autres politiques alimentaires qui sont formulées au niveau national, voire au niveau municipal aussi. Il faut essayer de trouver une cohérence et une synergie assez forte entre toutes les échelles politiques finalement. Donc il y a plein d'autres politiques, justement ce revenu de base, cette mesure, elle doit s'intégrer avec une diversité de politiques publiques qui vont vers la transition. Alors du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu, d'aller parler avec des personnes qui se sont installées récemment. Soit c'est des jeunes qui se sont reconvertis professionnellement et qui veulent se lancer dans une activité agricole, ou alors aussi des gens qui sont déjà des agriculteurs et qui veulent changer de modèle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une énorme difficulté et un gros blocage au changement, c'est la grande précarité et l'insécurité économique qui est inhérente aussi à l'activité agricole. Donc l'idée, en tout cas, c'est de donner une capacité de se projeter, de plus être en fait sous le joug de la productivité, sortir en fait de l'injonction à produire plus pour générer plus de revenus, s'agrandir plus, vraiment casser ce circuit en fait productiviste pour revenir en fait à une agriculture qui a du sens et en fait aussi dans les réflexions donner vraiment le droit à un revenu digne pour les personnes qui nous nourrissent, c'est aussi reconnaître toute la multifonctionnalité de l'agriculture et le fait que non seulement ils produisent une alimentation et ils génèrent des revenus à travers la vente des produits et des aliments, mais il y a aussi toute une autre fonction que remplit l'agriculture et que nous, en tant que citoyens et collectivement, on devrait réussir à valoriser. Du coup, c'est vrai qu'il faut vraiment le voir comme un revenu de transition, finalement, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est très difficile pour un producteur, pour un agriculteur de prendre la décision de faire un tournant agroécologique si on est déjà dans le rouge. Finalement, la difficulté économique fait que c'est très difficile
de sortir de la dépendance de sentier de notre système de production. Et donc le fait de donner une sécurité de revenus pour la transition, ça permet de ne pas prendre une décision qui soit déterminée que par le court-termisme et sur l'intérêt à très court terme. Donc voilà, ça permet en fait d'avoir un revenu de sécurité finalement qui nous permet de laisser peut-être des champs en jachère ou d'accepter une baisse de productivité, de laisser une biomasse se recréer dans les sols et du coup une biodiversité aussi dans les champs pour passer à une agriculture agroécologique qui finalement va retrouver des rendements finalement presque similaires. Mais donc il aura juste fallu du temps et une sécurité pour les producteurs pour effectuer ces changements. Et du côté des consommateurs, c'est vrai qu'on a aussi en fait, on est face, enfin, du coup, notre modèle productiviste aujourd'hui, il s'est orienté vers une agriculture à bas coût. Enfin, donc, on a pu nourrir le plus grand nombre avec une agriculture low cost. Mais donc, on a mis vraiment en concurrence l'intérêt des producteurs et l'intérêt des consommateurs. Donc là, aujourd'hui, l'intérêt, c'est, enfin, peut-être justement, le revenu de base, ça peut être cette mesure qui peut recréer du lien, enfin, en fait, en libérant du temps disponible peut-être pour les consommateurs et aussi pour les producteurs de redonner aussi une sécurité et peut-être plus de temps pour chercher des nouveaux réseaux de commercialisation, se reconnecter au territoire, se reconnecter avec les consommateurs. En fait, on arrive peut-être à une nouvelle gouvernance alimentaire où les liens ils sont beaucoup plus forts et les synergies sont plus fortes entre producteurs et consommateurs. On ne rentre plus en concurrence pour le prix le plus bas possible, où tout le monde finalement est perdant, autant en termes de santé publique, d'alimentation de qualité. Enfin voilà, on n'a pas une alimentation de qualité quand on recherche que le coût le plus bas. Et pour les producteurs, du coup, il y a aussi, enfin les producteurs et les productrices, on a aussi une valorisation sociale de l'activité agricole, en fait, en se reconnectant et en sachant où va notre aliment. Donc finalement, la transition agroécologique, tout le monde est gagnant dans un tel système. Ouais, alors du coup, c'est vrai que le fait... Enfin, en fait, aujourd'hui, on a déjà une agriculture subventionnée, finalement. Enfin, en fait, le coût de notre aliment... Enfin, c'est vrai que c'est difficile de se dire, bon, bah, je vais devoir peut-être investir plus d'argent, enfin, investir une plus grosse part de mon budget pour l'alimentation. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, le coût de nos aliments ne représente pas le coût réel. Finalement, il y a beaucoup de coûts cachés. Et en fait, c'est l'agriculture low cost qui nous nourrit. Elle est perfusée justement par nos impôts. Enfin, finalement, la politique agricole commune, c'est l'argent du contribuable. Et aussi, nos impôts, ils servent à dépolluer l'eau qui a été polluée. Enfin, en fait, toutes les externalités négatives, elles ne sont pas montrées dans le prix d'un produit low cost. Et donc là, bon, bah, justement, le fait de redéfinir, enfin, tout l'intérêt justement de donner peut-être un revenu de base à tout le monde, en fait, on va pouvoir reprendre du temps de se poser les questions réelles sur quelle alimentation je veux en tant que consommateur, qu'est-ce qui fait sens pour moi, où est-ce que je veux mettre mon argent et aussi mon temps finalement, parce que les agriculteurs, ils demandent aussi à ce qu'il y ait plus de liens. Peut-être que les gens s'intéressent plus à comment sont produits les aliments. Ils peuvent aussi venir aider sur les fermes, comme les cas par exemple des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, où finalement, c'est peut-être pas seulement par l'argent qu'on va pouvoir accéder à une meilleure alimentation, c'est en se reconnectant, en recréant du lien et en recréant, en fait, en décidant ensemble, peut-être producteurs et consommateurs main dans la main, sur comment on définit un prix, qu'est-ce que sera le prix juste, assez rémunérateur mais aussi accessible pour les consommateurs. Donc c'est là toute la notion de nouvelle gouvernance d'un système alimentaire. C'est finalement on a besoin de tous peut-être de temps disponible et de temps de réflexion et d'information pour recréer une alimentation qui a du sens. Et le revenu de base, il peut permettre cette prise de recul et ce réinvestissement de tous les citoyens dans les systèmes alimentaires. Alors oui, du coup, c'est toute la question. Enfin, c'est vrai que quand on est
quand on promeut le revenu de base universel, on prend un petit peu comme postulat de départ que les gens sont les plus à même de prendre les meilleures décisions pour eux et peut-être pour le collectif. Et c'est vrai que c'est pas forcément le cas. Et après, c'est vraiment tout l'intérêt d'ancrer le revenu de base dans tout un projet politique avec d'autres politiques publiques qui vont l'accompagner et lui donner du sens et donner en fait toutes les conditions aussi de prendre les meilleures décisions pour soi, pour les autres, pour les écosystèmes. Et en ce qui concerne les choix de consommation, moi je pense pas qu'il faille exercer encore plus de contrôle social et finalement vouloir mener les gens vers une école, sans qu'ils prennent vraiment conscience de l'intérêt de faire ce choix vers l'écologique finalement. Je pense que c'est vraiment à travers aussi un autre modèle éducatif, un meilleur accès à l'information, en libérant du temps disponible justement pour pouvoir réfléchir à ces questions, que les gens vont vraiment pouvoir faire des vrais choix. Il faut arrêter de vouloir contrôler tout ce que les gens vont faire. Et politiquement, c'est pas durable que d'avoir un État qui va imposer des choix de consommation à ses citoyens. Mais oui, c'est un gros enjeu et c'est pas facile. Ouais. Alors du coup, c'est vrai que cette proposition qui est faite, c'est le rapport de France Stratégie, donc c'est pas moi. Mais en effet, il faut absolument penser en fait le lien entre, d'un côté, on assure un revenu parce que ce nouveau contrat social qu'on ferait, ce serait de reconnaître justement le droit à une existence digne pour toutes les personnes qui nous nourrissent. Donc il y aurait ce revenu, je ne sais pas quel montant il correspondra, mais en tout cas un revenu qui permette d'avoir une certaine sécurité financière. Et après, voilà, il s'accompagnerait d'autres mesures incitatives et ou punitives pour ce qu'on connaît, avoir un impact négatif sur les sols, sur l'eau, sur la santé publique. Donc c'est là où en fait on revient sur une cohérence qu'il faut construire entre une politique européenne, du coup un premier pilier peut-être qui assure, sur lequel on base en fait une aide aux revenus sur la base des emplois agricoles, et à côté du coup un deuxième pilier qu'on devrait sûrement renforcer en fait, qui serait du coup orienté sur le développement rural, où du coup on s'intéresse à créer peut-être des groupes d'action locaux où donc les gens, les producteurs et les citoyens vivant en zone rurale vont pouvoir échanger et construire des alternatives. En fait, il faut qu'il y ait un réinvestissement aussi public dans les zones rurales. Et après, voilà, c'est aux États, c'est aux régions, aux municipalités de se mobiliser et de construire quelque chose de cohérent pour la transition. Ouais. Alors oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les réformes de la politique agricole commune, elles prennent a priori pas la bonne voie pour beaucoup de collectifs citoyens, de mouvements paysans, et notamment la plateforme Pour une autre PAC, qui réfléchit justement à une politique agricole commune qui soit vraiment le levier d'une transition. On n'a pas non plus une clarté sur le budget qui sera octroyé à cette nouvelle politique. Rien n'est clair. Et puis justement, ce chemin vers la renationalisation de la PAC, elle montre peut-être rien de bon justement sur notre capacité au niveau européen à construire en fait une politique qui a du sens et qui est cohérente entre les États membres. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus sur cette question, parce que c'est vrai que... Mais oui, en effet, on peut réfléchir peut-être en 2027, il y aura une nouvelle réforme. Et après, c'est justement tout l'intérêt d'avoir justement mis le revenu de base au cœur de ces réflexions. C'est aussi... justement, là, les citoyens sont de plus en plus mobilisés et intéressés sur l'avenir de l'alimentation, de l'agriculture. Donc c'est des débats au long cours, et c'est justement... le rôle des citoyens, je pense qu'il va être de plus en plus important pour la gouvernance des systèmes alimentaires, pour même l'avenir politique en général. Et en fait, avoir semé cette première réflexion
à ce moment-là politique, c'est vrai qu'on a saisi une opportunité, mais en fait, c'est un débat de société beaucoup plus large et on vient toucher un spectre très large de réflexion politique, de réflexion aussi philosophique sur quel avenir on veut donner au travail, quelle alimentation on veut, quelle économie peut avoir du sens aujourd'hui au XXIe siècle. Donc voilà. Oui, bien sûr, là, c'est aussi tout l'intérêt du deuxième pilier. C'est en fait, a priori, là, dans les négociations qui se formulent, c'est ce deuxième pilier qui va le plus pâtir de la probable baisse de budget total de la politique agricole commune. Donc ça, c'est pas du tout un bon indicateur, en tout cas pour la future politique. Mais c'est sûr que, en fait, c'est une réflexion pas du tout aboutie, hein, le revenu de base agricole. Et justement, il y a une vraie question à se poser sur est-ce que on va penser à budget constant sur chaque État membre par rapport au budget qui est aujourd'hui octroyé, parce qu'en fait, si on compare les pays d'Europe centrale, en fait, il y a beaucoup plus d'actifs agricoles. Donc, est-ce qu'on aurait vraiment... Et aujourd'hui, en fait, c'est la France qui est une bénéficiaire nette des fonds de la politique agricole commune. Est-ce qu'on va avoir un transfert de cet argent? Enfin, c'est clairement pas politiquement viable et imaginable, je pense, aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est vraiment une réflexion ou une proposition qui a été amenée de manière très ouverte. Elle est pas du tout aboutie. Je ne sais pas du tout si elle est réaliste politiquement, mais en tout cas, ça permet de se poser, d'avoir des réflexions intéressantes sur l'avenir du système de protection sociale et l'avenir de l'agriculture. Et vraiment, on a des synergies à créer pour assurer un revenu. On n'a toujours pas trouvé de solution politique pour assurer un vrai revenu aux agriculteurs. Donc voilà, donc ça permet au moins de mener cette réflexion et de sortir peut-être du champ que agricole pour réfléchir en fait à une proposition de protection sociale qui est le revenu de base et la mettre au test du débat pour un certain secteur. Alors du coup, c'est vrai que les réflexions sur le commun, elles se sont faites parce que du coup, avec le Mouvement français pour un revenu de base, on a écrit un ouvrage collectif pour montrer que justement le revenu de base était un outil de transition, ou en tout cas un outil de transition pour le XXIe siècle. Et donc, je parlais en fait de l'intérêt... Enfin, en fait, un commun, il est défini en fait par le fait que ça soit ses usagers, l'usager d'un bien matériel ou immatériel qui gèrent ensemble et qui se gouvernent eux-mêmes pour en définir en fait les règles d'usage. Et en fait, du coup, là, en pensant au commun, on sait que du coup, les citoyens et la société civile a un rôle fort à jouer pour redéfinir notre économie, notre modèle social, notre modèle politique. Donc le revenu de base, il viendrait en fait comme une mesure de reconnaissance collective du fait que la société civile a un vrai rôle à jouer pour réinventer le monde tel qu'on le connaît. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment libérer du temps et de la charge mentale en fait, en ayant une sécurité de revenus, une capacité de se projeter dans l'avenir parce qu'on a une certaine sécurité économique. Du coup, grâce au fait qu'on a tous un revenu avec lequel on arrive à vivre dignement, on va pouvoir s'investir dans la vie publique, on va pouvoir se réapproprier collectivement le sens de nos usages et de nos biens et de nos interactions avec les autres. Par exemple, ça peut être le système alimentaire, c'est sûrement un commun. En fait, on mange tous et donc on a tous un rôle fort en tant que citoyen, on a tous un rôle fort à jouer dans la gouvernance des systèmes alimentaires. Et donc, ça peut être, donc si
si on a une libération, on va dire, si on a plus de temps libre et plus de capacité à prendre du recul sur nos emplois, sur notre injonction à produire plus, à consommer plus, à s'inscrire dans une logique de croissance. Si on arrive à tous prendre du recul là-dessus, on va pouvoir se réinvestir dans la vie de nos cités, dans notre municipalité, ou au niveau départemental, par exemple, ou dans une AMAP, dans une association avec des producteurs. On va pouvoir avoir le temps et la capacité mentale de se réinvestir et de redéfinir le système alimentaire sur notre territoire pour lui donner le sens qu'on veut lui donner. Donc je pense qu'on peut considérer le système alimentaire comme un commun et les citoyens comme étant des moteurs de nouvelles innovations. Mais ça peut être aussi l'eau, la terre, ou le numérique, c'est aussi un commun. Ouais. Ouais. Du coup, c'est vrai que sur ce triangle de nouveau, on va dire production, consommation, emploi, en fait, justement, l'instauration du revenu de base, ça permet de sortir de cette injonction, finalement, comme si c'était le seul modèle possible, la croissance. Et donc, ça nous permet, en tant qu'individu, de prendre et même collectivement, en fait, de redéfinir qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que l'emploi, de plus être sous le joug du besoin de survie. Donc, je dois trouver un emploi pour survivre. On se libère de ça, on réfléchit au sens qu'on veut donner au travail, au sens qu'on veut donner à l'économie. Et je pense que c'est en ça que c'est un outil puissant pour briser une dynamique de croissance. Et je reviens aussi sur le fait que du coup, c'est en reconnaissant collectivement le rôle important que doit jouer la société civile. C'est comme ça qu'on justifie peut-être le droit à un revenu pour une existence digne. Et il y a aussi bien sûr ainsi on peut se réapproprier. Notre temps libre, il est destiné en fait à s'investir dans la vie de la cité et à savoir gérer collectivement nos ressources. Et bien sûr, un système capitaliste, il est aussi basé sur l'existence d'inégalités, sur le fait qu'individuellement, on doit avoir mieux que les autres. On est dans une démarche individuelle et donc là, on va pouvoir, en fait, en prenant du recul, en fait, et en se détachant de ce besoin de l'emploi, je pense que ça laisse à tout le monde une capacité aussi de se projeter vers l'avenir avec sécurité. Il faut que je me souvienne de son nom, je l'ai noté là. Pierre Chabornier, du coup, c'est un philosophe qui dit en fait justement aujourd'hui le grand enjeu de l'écologie politique, c'est de réussir à déconnecter les notions de liberté et d'abondance. Et du coup là, c'est clairement, je pense, le fait d'assurer une existence digne à tout le monde, on perd aussi la peur du manque. Et je pense que c'est là où on arrive peut-être à recréer du sens. En fait, en donnant à tout le monde la capacité de se projeter dans l'avenir, on peut aussi permettre aux gens de faire des meilleurs choix qui ne soient pas sous le joug du court-termisme et du besoin de survie immédiat. On arrive à prendre plus de recul et à prendre des meilleures décisions pour soi et pour les autres. Donc je pense en ça, c'est une mesure importante pour la transition écologique qu'il faut opérer. Du coup, je répondrais déjà... en tout cas, je pense que c'est sûr que le revenu de base en lui-même ne se suffit pas à lui-même et on n'est pas du tout à l'abri à société constante et aux valeurs qui sont dominantes aujourd'hui. C'est probablement... c'est très probable que chacun individuellement, on décide de consommer plus, de pas du tout s'ancrer dans un paradigme écologique radical. Mais je pense que justement, c'est là l'intérêt en fait de réinvestir. C'est sûr qu'après, il faut créer les conditions nécessaires pour que justement, collectivement, on arrive à se réancrer dans un imaginaire
de démocratie radicale, d'écologie radicale. Et c'est ce que permet aujourd'hui ce revenu de base, ce droit à un revenu de manière, enfin, pour tous. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout les conditions nécessaires et suffisantes pour un vrai débat démocratique et pour que tout le monde soit inclus justement dans la vie de la cité. Donc voilà, c'est pas du tout gagné d'avance que grâce à un revenu et grâce à une existence digne, on va faire le meilleur choix pour l'écologie. Mais après, c'est le rôle peut-être des intellectuels, de toute la société, de justement réouvrir l'imaginaire et redonner la capacité de s'ancrer dans une radicalité démocratique et écologique. Alors oui, du coup, c'est une question que je me pose en tout cas. Si on pense justement comme si aujourd'hui on était dans le moment où on était face à deux trajectoires, soit l'écologie, soit la barbarie, mais je pense qu'il y en a plusieurs aujourd'hui en fait. Enfin déjà, est-ce qu'on arrive vraiment à le situer dans un moment, enfin en fait c'est finalement notre perspective occidentale de classe moyenne où on est, particulièrement aujourd'hui avec le coronavirus, peut-être on est face à une urgence où clairement on peut glisser on est sur une arête et on peut glisser sur les deux côtés. Mais je pense que la temporalité et ce moment, on n'est pas tous au même endroit et la barbarie, elle existe déjà pour beaucoup de gens. Donc voilà, et puis du coup sur ce cas écologie, finalement il y en a aussi plusieurs possibles des écologies et il peut aussi y avoir une écologie avec une barbarie finalement. Donc si on considère l'écologie comme étant en fait on peut aussi avoir un régime écofasciste où on pense pas on lie pas du tout la question de radicalité démocratique avec la radicalité écologique. On passe à un état totalitaire qui, selon les injonctions finalement ou les indications que nous donnent les scientifiques sur l'écologie, on va en fait pas du tout revoir les rapports de force et le rôle des citoyens dans la définition d'un nouveau modèle. Donc oui, aujourd'hui, écologie ou barbarie, finalement, en tout cas, on est en tout cas aujourd'hui face à un choix possible, justement ce moment de crise qui est de plus en plus évident pour tout le monde, même pour les privilégiés. En fait, on se rend compte que c'est un moment où on peut prendre un vrai recul et se mettre face à un miroir et finalement réouvrir peut-être le champ des imaginaires et le champ des possibles politiques et économiques. Ouais, on est face à ce moment. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir que dans beaucoup de communautés au sud, on n'a pas du tout l'imaginaire productiviste, il est présent et les gens en sont conscients. Mais il y a aussi énormément de systèmes de normes et de valeurs qui mettent justement au centre le bien commun, le collectif et un rapport à la nature qui soit basé sur un rapport de réciprocité entre l'humain et la nature. Donc clairement, aujourd'hui, peut-être justement en tant qu'occidentaux, on a tout à apprendre en tout cas pour s'inspirer de nouveaux, d'autres systèmes de valeurs, d'autres systèmes de normes. Et oui, du coup, c'est ça en fait. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué, cette question aussi de transition écologique. On arrive avec un référentiel occidental. Comment on aborde justement cette transition agroécologique au Sud? Donc, en tout cas, je pars du postulat qu'il faut remettre au centre du coup les acteurs même du secteur agricole ou du monde agricole. Et en fait, voir quels sont vraiment leurs besoins, leurs représentations, comment ils justifient leurs pratiques. Et en fait, sur cette base-là, on peut recréer des liens de solidarité, mais c'est très difficile d'arriver avec un référentiel occidental pour imposer une transition.
Mm. Bah oui, du coup, en tout cas, ce revenu de base agricole, il est pensé comme un outil de la transition agroécologique et d'une relocalisation des systèmes alimentaires. Donc après, c'est à articuler aussi avec beaucoup de politiques commerciales. Donc on va arrêter d'exporter des produits à bas coût dans les pays du Sud qui vont complètement disrupter toute la logique des agricultures familiales qui se meurent. Et après, c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup d'expérimentations qui ont été faites dans les pays du Sud sur le revenu de base et on a vu qu'il y avait un effet aussi bénéfique, un effet multiplicateur au sein de communautés. Et peut-être qu'il y a tout à faire peut-être à réfléchir à un système de protection sociale qui soit destiné aux agriculteurs du Sud, oui. Ouais.